Un garçon noir de 8 ans stupéfie le juge avec ses connaissances juridiques, choquant l'ensemble du jury. Le silence dans la salle d'audience de Brooklyn fut brisé lorsque Marcus Johnson, âgé de seulement 8 ans, se leva de sa chaise et demanda la permission de parler. Le garçon tenait un dossier de fortune rempli de papiers et de notes, ses yeux déterminés contrastant avec sa petite stature face à l'imposante cour. « Votre honneur, j'aimerais faire une déclaration en défense de ma grand-mère », dit le garçon d'une voix ferme qui résonna dans la salle silencieuse. Le juge William Carter cessa d'écrire et leva les yeux par-dessus ses lunettes. En 30 ans de carrière, il n'avait jamais été témoin d'une telle scène. À la table du jury, certains membres se regardèrent, leurs expressions oscillant entre curiosité et malaise évident. Dorothy Johnson, 72 ans, était accusée d'avoir détourné des fonds du programme de logement du quartier Bedford-Stuyvesant. La somme était considérable, 17 500 $, qui avait simplement disparu des caisses de l'organisation communautaire qu'elle dirigeait depuis 15 ans. « Jeune homme, tu devrais être à l'école », dit le juge avec un demi-sourire forcé, tentant d'être aimable dans cette situation inhabituelle. « Je sais, monsieur, mais ma grand-mère a des problèmes cardiaques et ne peut pas être bouleversée. Son avocat a abandonné l'affaire hier parce qu'il a découvert qu'il ne serait pas payé, » répondit Marcus, sa voix empreinte d'une maturité troublante pour son âge. Un murmure se répandit dans la salle. David Richardson, le procureur chargé de l'affaire, leva les yeux au ciel avec une irritation évidente. C'était un homme élégant d'une 50aine d'années, connu pour son taux de condamnation de 95% dans les affaires de fraude financière. « Votre honneur, ceci est totalement irrégulier. Un enfant ne peut représenter personne en cour, » protesta Richardson, ajustant sa cravate coûteuse avec un mépris mal dissimulé. « Je ne veux représenter personne, monsieur, » répondit Marcus, se tournant vers le procureur avec une politesse impressionnante. « Je veux juste dire la vérité. Ma grand-mère m'a appris que la vérité gagne toujours, même quand cela semble impossible. » Le juge Carter se pencha en avant, intrigué. Il y avait quelque chose dans la détermination du garçon qui le touchait profondément, mais aussi une prise de conscience inconfortable que tous les regards dans la salle étaient tournés vers un enfant noir essayant de naviguer dans un système qui, historiquement, n'avait pas favorisé les gens comme lui. « Très bien, Marcus, tu as 5 minutes pour parler, mais seulement en tant que témoin, » trancha le juge, ignorant la protestation silencieuse de Richardson. Marcus prit une profonde inspiration et ouvrit son dossier. Les papiers étaient organisés avec une précision qui attira l'attention de tous les présents. Il y avait des coupures de presse, des photocopies de documents officiels et même des dessins réalisés par le garçon lui-même pour illustrer des points importants. « Votre honneur, je vis avec ma grand-mère depuis que mes parents sont morts dans un accident il y a 2 ans. Elle a toujours été l'administratrice du programme de logement et je l'aidais toujours à vérifier les factures tous les dimanches soirs à la table de la cuisine. » Richardson se prépara à objecter à nouveau, mais quelque chose dans le regard déterminé du garçon le fit hésiter. Il semblait que cet enfant savait exactement ce qu'il faisait. Chaque dimanche, grand-mère Dorothy étalait tous les papiers sur la table et me laissait trier les reçus par couleur. Bleu pour les dépenses, jaune pour les revenus. C'était notre moment spécial ensemble, poursuivit Marcus, sa voix tremblant légèrement, mais il retrouva rapidement son calme. Alors que tout le monde dans la salle d'audience observait avec un mélange de condescendance et de curiosité, Marcus maintenait une posture suggérant quelque chose de bien plus profond qu'une simple tentative désespérée pour aider sa grand-mère. Ses yeux révélaient une sérénité qui n'existe que chez ceux qui ont traversé des tempêtes bien pires et appris que la véritable force ne crie pas, elle agit. Si cette histoire d'injustice et de détermination a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un garçon de 8 ans a transformé une salle d'audience pleine de préjugés en une scène pour la justice la plus inattendue que Brooklyn ait jamais vue. Richardson ne pouvait cacher son mépris. Pour lui, la scène était une perte de temps pathétique. Un enfant noir essayant de sauver une vieille femme corrompue avec un théâtre émotionnel bon marché. En septembre, 3 semaines avant la disparition de l'argent, grand-mère Dorothy a remarqué que quelqu'un avait manipulé le compte du programme de logement sans autorisation, poursuivit Marcus, montrant un carnet scolaire ordinaire. Elle a tout noté ici. Le procureur se leva brusquement. « Votre honneur, c'est ridicule.
Nous perdons du temps avec les fantaisies d'un enfant qui a clairement été coaché par l'accusée elle-même. Monsieur Richardson, vous pourrez parler plus tard si vous le souhaitez, répondit Marcus avec une politesse qui surprit certains jurés. Ma grand-mère m'a toujours appris à laisser les gens finir de parler. La vérité était bien plus complexe que quiconque dans la salle ne l'imaginait. Dorothy Johnson avait dédié 15 ans de sa vie au programme de logement qui aidait les familles à faible revenu à trouver un logement décent à Brooklyn. Elle travaillait sans salaire, animée uniquement par la conviction que chaque enfant méritait un foyer sûr. 2 ans plus tôt, lorsque Marcus avait perdu ses parents dans un accident de voiture, Dorothy n'avait pas hésité à prendre sa garde. Le garçon était arrivé traumatisé, se blâmant pour la mort de ses parents. Il rentrait de sa représentation scolaire lorsqu'ils furent percutés par un conducteur ivre. Pendant des mois, Marcus refusa de parler. Dorothy passait des nuits entières à côté de son lit, lisant à voix haute des affaires judiciaires et des documents juridiques qu'elle ramenait de son travail bénévole pour aider les voisins avec des problèmes bureaucratiques. « Mon petit-fils, » disait-elle, « la connaissance est la seule chose que personne ne peut nous enlever. Quand tu sais comment le monde fonctionne, tu ne te sentiras plus jamais petit face à quiconque. » Marcus s'était intéressé au papier, posant des questions sur les termes juridiques et les procédures. Dorothy découvrit que le garçon avait une mémoire impressionnante et une capacité naturelle à comprendre la logique juridique qui surprenait même l'avocat qu'elle connaissait. « Oh, votre honneur, puis-je vous montrer ce que nous avons trouvé? » demanda Marcus, revenant au présent. Richardson souffla bruyamment, assez fort pour que tout le monde l'entende. « Votre Excellence, c'est un cirque. Quelle crédibilité un enfant peut-il avoir dans des affaires financières complexes? »« Bien plus que vous ne le pensez, » répondit Marcus, regardant directement le procureur. « Surtout quand cet enfant a appris à lire des documents juridiques à l'âge de 6 ans, parce que c'était le seul moyen pour lui de se connecter avec sa grand-mère après avoir perdu ses parents. » Un silence gêné envahit la salle. Même Richardson sembla momentanément décontenancé par la réponse mature et la révélation personnelle. Marcus s'approcha du banc du juge avec une assurance qui contrastait radicalement avec son âge. « Regardez, le 12 septembre, 2500 $ ont été retirés du compte pour des réparations d'urgence du toit du centre communautaire. Mais le lendemain, ma grand-mère m'y a emmené et le toit était parfait. » Il montra une photo prise avec un vieux téléphone portable. Cette photo a été prise le 13 septembre. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun signe de réparation récente. Richardson s'agita inconfortablement sur sa chaise. Il avait construit toute son affaire sur la responsabilité technique de Dorothy, mais il n'avait pas enquêté minutieusement sur chaque transaction individuelle. Le 18 septembre, poursuivit Marcus, encore même 800 $ pour du matériel de sécurité. Mais il n'y a jamais eu de nouvel équipement au centre. Et le 25 septembre, le retrait qui a le plus attiré notre attention, 200 $ pour des conseils juridiques externes. Marcus marqua une pause dramatique, ses yeux balayant la salle. Mais grand-mère Dorothy n'a jamais engagé d'avocats externes. Elle gérait toujours les affaires juridiques elle-même avec l'aide d'amis avocats qui travaillaient gratuitement. Les personnes dans la boîte du jury commencèrent à se pencher en avant, écoutant avec plus d'attention. Ce qui avait commencé comme de la curiosité se transformait en quelque chose de beaucoup plus sérieux. « Dr. Richardson, » dit Marcus, se tournant vers le procureur, « avez-vous vérifié si ces sociétés qui ont reçu les paiements existent vraiment? » Richardson hésita. C'était une question simple, mais il n'avait pas effectué cette vérification de base. L'enquête s'est concentrée sur la responsabilité de l'administratrice, répondit-il sur la défensive. Je vois, dit Marcus avec une maturité troublante. Donc, vous avez supposé que grand-mère Dorothy était coupable sans enquêter sur qui a réellement volé l'argent. Chaque nouvelle question de Marcus révélait des lacunes flagrantes dans l'enquête de Richardson. Le procureur commençait à réaliser qu'il avait complètement sous-estimé la situation, construisant une affaire superficielle basée sur des préjugés à l'égard d'une femme noire âgée gérant des fonds publics. Mais ce que Richardson ignorait, c'est que chaque question stratégique posée par Marcus n'était pas le fruit du hasard ou de l'intuition enfantine. Pendant des mois, le garçon avait minutieusement étudié chaque aspect de l'affaire
avec une détermination alimentée non seulement par son amour pour sa grand-mère, mais par la certitude absolue que le système tenterait de détruire une autre famille noire innocente. Chaque nouvelle révélation renforçait quelque chose en Marcus que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir, une force silencieuse alimentée par l'injustice, même qu'ils cherchaient à imposer, comme si chaque acte de mépris écrivait sa propre sentence de défaite. Et il y a quelque chose d'étrange avec ces transactions, poursuivit Marcus, tirant une enveloppe de son dossier. Elles étaient toutes signées par grand-mère Dorothy, mais elle n'a jamais signé aucun de ces documents. Marcus montra plusieurs feuilles comparant des signatures. J'ai appris l'analyse des écritures à la bibliothèque publique. Même un enfant comme moi peut voir qu'elles sont différentes. Regardez, la signature réelle de grand-mère a des traits plus doux, et celles-ci sont faites avec une pression très forte. Richardson leva les yeux au ciel de manière dramatique. Maintenant, nous allons accepter une analyse d'écriture faite par un enfant. C'est absolument ridicule. Dr. Richardson, répondit Marcus avec une politesse impressionnante. Avez-vous une analyse professionnelle d'écriture pour prouver que ces signatures sont authentiques? Le procureur hésita. C'était une autre vérification de base qu'il n'avait pas effectuée. L'enquête s'est concentrée sur les aspects les plus pertinents de l'affaire, répondit-il. Je vois, dit Marcus. Donc, vous n'avez aucune preuve que grand-mère Dorothy a réellement signé ces documents. Alors que Richardson peinait à formuler une réponse, Marcus continua avec une assurance qui laissa tout le monde stupéfait. Depuis qu'il avait appris les accusations, 2 mois plus tôt, le garçon avait transformé ses nuits en sessions d'études intensives. La vérité était que Marcus ne faisait pas cela seul. Madame Patricia Williams, une bibliothécaire retraitée et ancienne parajuriste, était devenue son mentor secret. Patricia avait travaillé pendant 30 ans dans des cabinets d'avocats et avait immédiatement reconnu le potentiel du garçon lorsqu'il s'était présenté à la bibliothèque demandant des livres sur les procédures juridiques. « Marcus, » avait dit Patricia 2 semaines plus tôt, « tu as un esprit juridique exceptionnel, mais nous devons être stratégiques au tribunal. Ils vont essayer de te disqualifier parce que tu es un enfant. Tu dois être 3 étapes en avance sur eux. » Ensemble, ils avaient élaboré une présentation méticuleuse. Patricia avait appris à Marcus l'ordre des preuves, comment poser des questions qui exposent les failles dans l'enquête, et surtout, comment rester calme face à des adversaires condescendants. Mais la découverte la plus importante est ici, dit Marcus, sortant un document officiel. Voici un rapport de la banque montrant que le jour où l'argent a disparu, quelqu'un a appelé le compte à 14h30. L'appel a duré 15 minutes. Marcus montra une autre feuille. Et voici le dossier médical de l'hôpital méthodiste de Brooklyn, prouvant qu'à ce moment précis, grand-mère Dorothy était avec moi aux urgences. J'avais une crise d'asthme, et elle était là de 13h à 17h. Un murmure parcourut la salle. C'était la première preuve concrète et irréfutable que Dorothy ne pouvait pas avoir effectué la transaction. Richardson se leva nerveusement. « Votre honneur, ces documents n'ont pas été présentés pendant la phase de découverte. »« Dr. Richardson !» répondit Marcus. « Avez-vous présenté des preuves prouvant que grand-mère Dorothy était présente lorsque l'argent a été volé? » Un autre silence gêné. Richardson avait construit toute son affaire sur la responsabilité technique de Dorothy sans jamais vérifier qu'elle était physiquement présente au moment du crime. « De plus, » poursuivit Marcus, « avez-vous vérifié les caméras de sécurité dans le bâtiment où se trouve le bureau du programme de logement? » Richardson commençait à transpirer. Les caméras ne fonctionnaient pas ce jour-là. « Intéressant, » dit Marcus avec une innocence calculée. « Parce que j'ai appelé la société de sécurité la semaine dernière et ils m'ont dit que les caméras fonctionnaient parfaitement. Ils ont même proposé de me donner les enregistrements gratuitement pour aider grand-mère Dorothy. » La salle éclata en murmures. Richardson réalisa qu'il était systématiquement démantelé par un enfant de 8 ans qui avait effectué un travail d'enquête de base qu'il avait négligé. « Comment as-tu obtenu ces informations? » demanda Richardson, sa voix trahissant un mélange de colère et de désespoir. « C'est simple, » répondit Marcus. « Quand on aime quelqu'un, on fait tout ce qu'il faut pour le protéger. J'ai passé les 2 derniers mois à étudier cette affaire tous les jours après l'école. » Dorothy, qui était restée silencieuse jusque-là, commença à pleurer doucement.
Son petit-fils de 8 ans se battait pour elle avec une détermination et une intelligence qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Le juge Carter se pencha en avant, clairement impressionné. « Marcus, comment as-tu appris à organiser des preuves comme ça? Madame Patricia de la bibliothèque m'a aidé. Elle a travaillé dans des cabinets d'avocats pendant 30 ans et a dit que tout le monde mérite une défense équitable, même quand ils n'ont pas les moyens de se la payer. » Richardson réalisa qu'il avait complètement sous-estimé la situation. Ce n'était pas juste un enfant désespéré essayant de sauver sa grand-mère. C'était un duo stratégique qui avait enquêté sur l'affaire plus minutieusement que son propre équipe. « Mais j'ai une dernière preuve, » dit Marcus, sa voix devenant plus sérieuse. « La plus importante de toutes. » Il sortit une enveloppe scellée de son dossier. À l'intérieur de cette enveloppe se trouve la preuve de qui a vraiment volé l'argent du programme de logement. Grand-mère Dorothy et moi avons découvert la vérité, mais nous voulions donner aux vrais coupables une chance de se confesser d'abord. Marcus regarda directement Richardson. « Docteur, souhaitez-vous retirer les accusations contre grand-mère Dorothy avant que j'ouvre cette enveloppe? » Richardson hésita. Il avait construit sa carrière sur la conviction qu'il avait toujours raison. Mais maintenant, il faisait face à la possibilité qu'il avait accusé une femme innocente sur la base de préjugés et d'une enquête négligente. Pendant un moment, alors que Marcus tenait l'enveloppe scellée dans ses petites mains, tout le monde dans la salle sentit qu'ils étaient sur le point d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Mais quiconque observait attentivement pouvait voir que ce n'était pas la nervosité qui faisait légèrement trembler les mains du garçon. C'était la puissance contenue de quelqu'un qui était sur le point de réécrire non seulement son histoire, mais celle de tous dans la salle. Richardson hésita, la sueur commençant à perler sur son front. « Je ne peux pas retirer les accusations sur la base d'un chantage d'un enfant. » Marcus ouvrit calmement l'enveloppe et en sortit un enregistrement numérique. « Dr. Richardson, vous souvenez-vous de cette conversation téléphonique du 15 septembre? » Il appuya sur lecture. La voix unmistakable de Richardson résonna dans la salle. « Tony, j'ai besoin que tu accélères cette affaire avec la vieille femme des aides sociales. Peu importe qu'elle soit coupable ou non. Mon taux de condamnation ne peut pas baisser avant l'élection du procureur général. » Un silence assourdissant envahit la salle. Une autre voix d'homme répondit sur l'enregistrement. « Rick, tu es sûr? Et s'il découvre qu'on n'a pas enquêté correctement? Qui va le découvrir? C'est une vieille femme noire pauvre contre moi. Le jury a déjà décidé avant même d'entrer dans la salle. » Les visages du jury se tordirent en expression de choc et de répulsion. Richardson devint pâle, réalisant que sa carrière venait d'être publiquement détruite. « Ceci est irrecevable !» cria Richardson, se levant brusquement. « Cet enregistrement a été obtenu illégalement. » « En fait, » dit Marcus avec un calme impressionnant, « il a été obtenu légalement. Madame Patricia m'a appris les lois sur l'enregistrement. Cette conversation a eu lieu sur le téléphone du bureau public, qui affiche clairement des avis sur l'enregistrement à des fins de transparence. » Le juge Carter était visiblement secoué. En 3 décennies sur le banc, il n'avait jamais assisté à une telle exposition de mauvaise conduite procédurale. Marcus poursuivit. « Dr. Richardson, vous souvenez-vous aussi de ce message que vous avez envoyé à Tony 3 jours plus tard? » Il montra une impression du texte. « L'enquête doit se concentrer uniquement sur la responsabilité de l'administratrice. Je ne veux pas que des détectives perdent du temps à vérifier les entreprises ou les signatures. Affaire close en 2 semaines maximum. » Des murmures indignés parcoururent la salle. Les jurés se regardaient avec des expressions de dégoût. La conduite de Richardson n'était pas seulement négligente, elle était délibérément corrompue. « Mais la preuve la plus importante, » dit Marcus, « est dans ce document. » Il montra un relevé bancaire. Voici le relevé de compte personnel du Dr. Richardson. Le 2 octobre, 3 jours après que grand-mère Dorothy a été accusée, il a reçu un dépôt de 25 000 $ d'une société écran. Richardson tenta de parler, mais sa voix ne fut qu'un murmure désespéré. C'est la même société qui a reçu certains des paiements frauduleux du programme de logement. Ajouta Marcus. Vous ne négligiez pas seulement l'enquête, docteur. Vous protégiez vos complices. La salle éclata en murmures. Richardson était tombé dans son propre piège. Non seulement il avait accusé une femme innocente, mais il était directement impliqué dans le schéma de corruption. Madame Patricia m'a appris quelque chose d'important, dit Marcus, regardant directement Richardson.
Elle a dit que les gens comme vous font toujours la même erreur. Vous pensez que vous pouvez écraser ceux que vous considérez comme plus faibles sans conséquence. Dorothy, qui était restée silencieuse tout au long de la présentation, se leva lentement. Dr. Richardson, pendant 15 ans, j'ai dédié ma vie à aider les familles à trouver un logement décent. Vous avez essayé de détruire cela pour de l'argent et de l'ambition politique. Richardson baissa la tête, complètement vaincu. Sa réputation, sa carrière et son avenir politique avaient été anéantis par un enfant de 8 ans qu'il avait complètement sous-estimé. « Marcus, » dit le juge Carter, la voix tremblante d'émotion. « En 30 ans sur le banc, je n'ai jamais vu une présentation de preuves aussi rigoureuse que la tienne. Merci, votre honneur. Mais je voulais juste blanchir le nom de grand-mère Dorothy et m'assurer que la vraie justice soit rendue. » Le juge se tourna vers le procureur. « Monsieur Richardson, en plus du retrait immédiat des accusations contre Dorothy Johnson, j'ordonne que cette affaire soit renvoyée pour une enquête sur la mauvaise conduite du procureur et la corruption. » Richardson tenta de se lever pour protester, mais il vacilla. Son arrogance s'était transformée en panique totale lorsqu'il réalisa qu'il ne perdrait pas seulement l'affaire, mais qu'il ferait face à une enquête criminelle. « Votre honneur, » dit Marcus, « je veux que tout le monde sache que je n'ai pas fait cela par vengeance. Je l'ai fait par amour pour grand-mère Dorothy et parce que chaque enfant mérite de voir que la justice est possible, même quand cela semble impossible. » La salle d'audience éclata en applaudissements spontanés. Plusieurs jurés avaient les larmes aux yeux, non seulement pour l'innocence prouvée de Dorothy, mais pour la démonstration puissante que l'intelligence et la détermination peuvent surmonter le privilège et la corruption. Alors que les applaudissements résonnaient dans la salle et que Richardson était escorté par la sécurité, une question demeurait. Ce garçon de 8 ans avait-il planté des graines de changement qui pousseraient bien au-delà de ces 4 murs, transformant non seulement sa vie, mais inspirant une génération entière à croire que l'âge, la couleur ou l'origine ne définissent jamais la taille des rêves que nous pouvons réaliser. 6 mois après le procès qui changea Brooklyn, Marcus était assis au premier rang de l'école de droit de la ville, non pas en tant qu'étudiant, mais en tant que conférencier invité. À l'âge de 9 ans, il était devenu l'étude de cas en procédure civile la plus célèbre des 10 dernières années. « La vraie justice, » dit Marcus à un auditoire de 300 futurs avocats, « ne se produit pas quand vous battez quelqu'un. Elle se produit quand vous protégez ceux que vous aimez et enseignez aux autres à faire de même. » Au premier rang, Dorothy souriait fièrement. Sa santé s'était considérablement améliorée depuis que le stress des accusations avait pris fin. Le programme de logement, désormais sous une nouvelle gestion transparente, avait reçu des dons records de personnes inspirées par l'histoire d'intégrité de la famille Johnson. Richardson, en revanche, faisait face à une réalité très différente. Après une enquête fédérale, il avait été reconnu coupable de corruption, de mauvaise conduite du procureur et de fraude. Il avait perdu sa licence pour pratiquer le droit, faisait face à 2 ans de prison et travaillait désormais comme vendeur d'assurance dans une petite ville où personne ne connaissait son passé honteux. « Les gens me demandent si j'ai pitié du Dr. Richardson », poursuivit Marcus lors de la conférence. « J'ai pitié de lui. Pitié pour quelqu'un qui avait tant de privilèges et qui a décidé de s'en servir pour faire du mal à des innocents. » Madame Patricia, désormais officiellement mentor de Marcus à travers un programme universitaire, était dans le public. Ensemble, ils avaient créé un projet qui enseignait aux enfants des communautés défavorisées leurs droits juridiques de base. Le projet Marcus opérait désormais dans 25 écoles publiques de Brooklyn, enseignant à des centaines d'enfants qu'ils avaient une voix et un pouvoir. « Marcus nous a appris quelque chose de fondamental », dit le doyen de l'université lors de la présentation, que la connaissance sans caractère est dangereuse, mais que le caractère avec la connaissance peut changer le monde. La vie de Marcus avait été complètement transformée. 3 grands cabinets d'avocats lui avaient déjà offert des bourses complètes pour quand il atteindrait l'âge universitaire. Les médias nationaux couvraient son histoire, mais Dorothy protégeait toujours son petit-fils de l'exposition excessive, s'assurant qu'il reste un enfant normal. L'affaire avait inspiré des changements législatifs significatifs. Une loi connue sous le nom de « Loi Marcus » fut adoptée dans l'État de New York
exigeant des procureurs qu'ils présentent des preuves concrètes de la présence physique du défendeur au moment du crime dans les cas de grands larcins. D'autres États commencèrent à envisager une législation similaire. À la fin de la conférence, une étudiante leva la main. « Marcus, vas-tu devenir avocat quand tu seras grand? »« Je ne sais pas encore, » répondit-il avec la même honnêteté qu'il avait toujours montrée. « Mais je sais que je veux continuer à aider les gens à comprendre qu'ils ont plus de pouvoir qu'ils ne le réalisent. » Dorothy, désormais reconnue comme citoyenne de l'année à Brooklyn, utilisait sa nouvelle plateforme pour plaider en faveur de réformes dans le système de protection sociale. Elle avait été invitée à rejoindre un conseil municipal qui supervisait les programmes sociaux, garantissant transparence et efficacité. « Mon petit-fils m'a appris que notre âge ne définit pas notre sagesse, » disait-elle dans des interviews à la télévision nationale. « Et notre couleur ne définit pas notre capacité. Parfois, la justice a besoin qu'on lui rappelle ses propres principes. » Richardson tenta à plusieurs reprises de contacter Dorothy pour s'excuser en personne, envoyant même des lettres depuis la prison. Elle refusa tout contact, mais pas par rancune. Elle était simplement passée à des choses plus grandes et plus importantes. Certaines blessures, dit-elle à Marcus lors d'une conversation, n'ont pas besoin de pardon pour que nous avancions. Elles ont besoin de justice, et nous avons obtenu la justice. Dans la salle d'audience où tout s'était déroulé, le juge Carter avait encadré la photo du jour du procès et la gardait sur son bureau comme un rappel que la vraie justice peut venir des endroits les plus inattendus. Il devint plus rigoureux dans son examen des preuves présentées par les procureurs, citant toujours l'affaire Johnson comme un exemple de procédure équitable. Marcus restait un enfant normal, jouant au basket à l'école, regardant des dessins animés le dimanche et faisant des bêtises typiques d'un garçon de 9 ans. Mais il portait en lui une sagesse sur la justice et la détermination qui impressionnaient les adultes à travers le pays. La communauté de Bedford-Stuyvesant avait été transformée. Le programme de logement servait désormais de modèle national et Dorothy était invitée à consulter dans d'autres villes. Marcus l'accompagnait souvent, portant toujours son classeur organisé, désormais célèbre parmi les avocats et les étudiants en droit. Lors d'un de ses voyages, un journaliste demanda à Marcus quelle était sa plus grande leçon tirée de l'affaire. « J'ai appris que lorsque vous avez raison et que vous n'abandonnez pas, le système peut être juste, mais vous devez être prêt à prouver que vous avez raison. » Madame Patricia, regardant Marcus répondre aux questions avec maturité, commenta plus tard « Ce garçon n'a pas seulement sauvé sa grand-mère, il a restauré ma foi en la capacité de la prochaine génération à réparer ce que notre génération a brisé. » L'histoire avait établi un précédent suivi par d'autres affaires. Les avocats commencèrent à citer le précédent Johnson dans les cas impliquant une mauvaise conduite procédurale et les écoles de droit incluaient l'affaire dans leur programme d'éthique professionnelle. La différence entre être une victime et être un vainqueur, disait toujours Marcus lorsqu'on lui demandait son secret, n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous décidez de faire ensuite. Grand-mère Dorothy m'a appris que la connaissance est le pouvoir, mais que l'amour est le courage. Richardson tenta de détruire une famille innocente, mais finit par se détruire lui-même. Pendant ce temps, Marcus et Dorothy en sortirent plus forts, inspirant une génération entière d'enfants à croire que leur voix compte. L'histoire de la famille Johnson prouva que l'âge ne définit pas la capacité, que la couleur ne limite pas le potentiel, et que lorsque l'amour rencontre la connaissance, des miracles peuvent se produire, même dans les endroits les plus improbables. Marcus avait planté des graines de changement qui pousseraient bien au-delà de cette salle d'audience, transformant non seulement sa vie, mais inspirant une génération entière à croire que la justice est possible. Si cette histoire de justice et de dépassement de l'adversité a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies qui prouvent que la meilleure revanche n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais de construire quelque chose de si grand qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. Et vous? Avez-vous déjà dû vous battre pour quelqu'un que vous aimez contre un système qui semblait impossible à vaincre?
Laissez votre propre histoire de détermination dans les commentaires, car comme Marcus nous l'a appris, chaque enfant et chaque adulte a plus de pouvoir qu'il ne le réalise lorsqu'il décide que la justice vaut la peine d'être défendue. Parfois, la vraie révolution ne se fait pas avec des cris ou de la violence, mais avec un garçon de 8 ans, un classeur organisé et la croyance inébranlable que la vérité et l'amour gagnent toujours.